Chapitre 1. Parler des quantités. 1. Les cafés de Paris. Je suis à la recherche d'un petit restaurant sympa. Où est-ce que tu me conseillerais d'aller? À Paris? T'as l'embarras du choix. La ville regorge de bistrots sympathiques. Il y en a en veux-tu, en voilà. Ils sont parfois gérés par un chef cuisinier et non des moindres. Effectivement, certaines rues sont bourrées de terrasses. J'imagine que dès qu'il fait beau, il y a un monde fou. C'est bondé, tu veux dire? Une bonne partie d'entre elles sont même chauffées pendant l'hiver, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs. Mais comment faire pour éviter les flopées de touristes qui se pressent dans les lieux les plus connus? 2. Surmenage au bureau. Je croule sous le travail. J'ai une montagne de dossiers qui s'empilent inexorablement, auxquels s'ajoutent des réunions, souvent superflues d'ailleurs. Je sais que t'as de l'énergie à revendre, mais Stéphane ne pourrait pas te donner un coup de main? Ah, mais lui aussi, on ne peut plus déborder. Il doit être d'ailleurs sacrément organisé pour mener de front une telle quantité de projets. 4. Un trou perdu. Tu ne vas pas t'installer dans ce trou perdu. On est au bout du monde, c'est désert. Justement, si tu me connaissais un tant soit peu, tu saurais que je recherche le calme, la tranquillité, la sérénité. Pour être calme, c'est calme. Je suis allée au village tout à l'heure, mais vu le froid de canard qu'il faisait, il n'y avait pas un chat. Il n'y a pas des masses de vacanciers, apparemment. Évidemment, il n'y a pas grand monde le lundi matin, c'est toujours un peu mort. Mais le village n'est pas inactif, tant s'en faut. D'ailleurs, tu connais bien la région? Pas tant que ça, à vrai dire. 5. Suffisamment de provisions? Tu es sûr qu'il y aura assez à manger pour tout le monde? Ça me semble un peu juste, hein? Regarde les cacahuètes et les pistaches, il n'y en a pas assez, loin de là. Ah, t'as raison, ça risque d'être ric-rac, surtout pour les biscuits d'apéritif. En plus, il n'y a pas grand-chose de sucré. Je pensais avoir acheté trop de fruits, mais je suis loin du compte. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple! Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais. Elle est jolie comme un cœur. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée, en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux, et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile.
Chapitre 3. Parler des objets. 1. Au magasin de bricolage. J'aurais besoin de plusieurs trucs. D'abord, il me faudrait un embout que je puisse adapter à un tuyau d'arrosage. De quel diamètre? Il y a du 15 mm ou du 19 mm. 15 mm, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, vous auriez du mastic d'étanchéité? Je suis en train de rafistoler le carrelage de ma salle de bain. Du translucide ou du blanc mat? Oh, du blanc. Celui-ci est très bien. Il est anti-moisissure, spécial salle de bain et cuisine. 2. À quoi ça sert? Je ne comprends pas à quoi cet objet peut bien servir. Ça s'utilise peut-être dans la menuiserie? Oui, je suppose qu'on peut l'employer pour caler quelque chose, quand on n'a pas de véritable cale à disposition. Tu penses que cela pourrait nous servir? Non, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Tiens, cela me fait penser qu'on doit se procurer une échelle pour la prêter à Yvan. 3. Problème de voisinage. Bonjour, je viens vous voir à propos de la haie qui sépare nos deux terrains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une branche qui dépasse et qui retombe dans mon jardin. Après, il faut que je ramasse les feuilles mortes et c'est un peu pénible. Ah oui, en effet. Les feuilles mortes, ça fait du bon compost, hein. Je plaisante, je vais la couper. Pendant qu'on y est, de votre côté aussi, il y a un petit problème avec le marronnier, là-bas, qui gêne le passage. Vraiment? Bon, il est beau cet arbre, ce serait dommage de l'enlever. En plus, il fait de l'ombre en été, c'est agréable. Ah oui, bien sûr, mais si ça continue comme ça, il va bientôt bloquer le chemin. En plus, il coupe toute la lumière et nous empêche de voir la campagne. Regardez, dans la cuisine, le soleil ne passe plus, et ça obstrue la vue. Oh, dans ce cas, je vais le tailler de manière à ce qu'il ne vous gêne plus et que ça dégage le passage. 4. Une infiltration. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème d'infiltration sur un mur dans ma salle de séjour. Je pense que ça doit venir de chez vous. Ah oui, c'est possible, oui. Nous avons eu une fuite d'eau assez importante dans la cuisine et ça a dû s'infiltrer et endommager le mur. Oh, je suis désolé. Sur ce mur, la peinture est craquelée et là, le papier peint fait des cloques. Il faut prévenir votre assurance et nous allons faire un constat. Chapitre 4. Panne et réparation. 1. Assistance technique. Bonjour madame, je vous téléphone parce que j'ai plusieurs problèmes informatiques. D'une part, je parviens plus à accéder à ma messagerie, je clique, il se passe rien. Et d'autre part, il se passe des choses bizarres sur mon écran, toutes les images bougent. C'est très étrange. Bien, monsieur. Vous me donnez votre numéro de client et votre adresse mail, s'il vous plaît. Un peu plus tard. On va commencer par redémarrer votre ordinateur. Ah, je l'ai déjà fait, ça n'a rien changé. On va essayer autre chose. Vous allez dans la fenêtre « Préférences ». Vous allez voir un onglet « Sélectionner », vous le faites. Puis, vous ouvrez le premier dossier et vous mettez les 2 premiers documents à la poubelle. Ensuite, vous allez redémarrer votre ordinateur en appuyant sur la touche majuscule et en la gardant enfoncée. Voilà. Ah bah ça n'a rien fait. Et je n'arrive toujours pas à accéder à mes mails. Vous avez tous vos identifiants et mots de passe? Si vous le voulez, je vais prendre la main avec votre autorisation. Vous avez tout sauvegardé? Bah oui, bien sûr. D'autant plus que mon ordinateur a planté il y a quelques mois et que j'ai perdu une grande partie de mes données. Je deviens un obsédé de la sauvegarde. 2. Une crevaison. Tu entends ce bruit? Je suis sûre que ça vient du pneu. On a crevé. Il faut que je me gare. Je ne peux pas rester en plein milieu. Tu as raison, le pneu est à plat. Oh, mais qu'est-ce que c'est pénible! Tu sais changer une roue? Où est la roue de secours? Calme-toi! On ne s'en sort pas trop mal. La dernière fois que je suis restée en rade, c'était sur l'autoroute. J'étais tombée en panne sur la file de gauche. Ici, au moins, on a pu se garer tranquillement. Je vais voir si j'y arrive, sinon on appellera une dépanneuse. 3. La voiture a des problèmes.
Ma voiture a des tas de petits problèmes. D'abord, la vitre de la portière avant droite ne descend plus et elle se coince une fois sur deux. Bon, ça doit être électronique. Je vais regarder. Ensuite? Je trouve que le moteur fait un bruit bizarre, comme de frottement. En plus, de temps en temps, le voyant ici s'allume, apparemment sans raison. Puis il s'éteint quelques minutes après. J'espère que tout n'est pas détraqué. Décidément, c'est la loi des séries. Hier, j'ai réparé la même panne sur le même genre de véhicule. Chapitre 5. Parler de cuisine, de repas. 1. Déjeuner ensemble. On y va. Tu viens manger un morceau avec nous? Non merci, pas aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de déjeuner. Je vais manger sur le pouce. Tu manges trop souvent au lance-pierre. C'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas vrai. Je reconnais que quand j'ai un petit creux, j'ai tendance à grignoter, mais il ne faut pas exagérer. Moi, je meurs de faim, je file. Moi aussi. J'ai une de ces faims. On va au bistrot du coin? Avec plaisir. Oh, ça changera un peu des plateaux repas. Hein. 2. Prendre l'apéritif. C'est l'heure de l'apéritif. On boit un coup? Je crève de soif. Avec grand plaisir. Je suis toujours d'accord pour prendre un verre. Ouh, moi je vais faire attention, parce qu'après 2 verres, je suis déjà pompette. T'as raison. L'autre jour, j'ai fait quelques excès et j'étais complètement bourré. J'ai eu une de ces gueules de bois le lendemain. Ça m'apprendra à picoler. Voilà ce que c'est que de faire un dîner un peu trop arrosé. Bon, on débouche le champagne? 4. La préparation d'une sauce. Ça te tenterait de goûter? Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est original. C'est un petit goût aigrelet qui est pas désagréable. Tu veux dire qu'il y a un arrière-goût un peu amer? Ouais. Je me demande si on pourrait pas adoucir la sauce avec un chouïa de miel. Mais ça va pas la rendre trop sirupeuse? J'ai peur que ça devienne soit écœurant, soit au contraire trop fade. La sauce doit tout de même être un peu épicée. Et dans ce cas, j'ajouterais aussi un peu de piment d'Espelette. Ça relèvera la sauce sans masquer le goût des champignons. Et une pointe d'ail ne ferait pas de mal non plus. Oh, j'ai bien fait de te demander. T'es le spécialiste de l'assaisonnement. Tiens, tu me passes le miel? Il y a un pot entamé dans le placard. Chapitre 6. La météo. 1. Un été pourri. Oh, t'as vu? Ça s'est couvert depuis tout à l'heure et ça se rafraîchit. Oui, ça menaçait depuis quelque temps. Ça y est, il commence à pleuvoir. Oh là 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 là, il pleut des cordes. C'est un été pourri. Il fait un temps de chien et un froid de canard. D'après la météo, ça va s'améliorer à la fin de la semaine. Oui, on est lundi. Dès vendredi, ça va se dégager. Il va faire un peu meilleur. 15 degrés. 15 degrés en plein été. T'appelles ça du beau temps? Ce sont les giboulées de printemps. Au mois de juillet. Bon, on peut quand même aller faire un tour à la plage. Sous la pluie battante. Il fait un temps à ne pas mettre le nez dehors. On sera trempés et on grelottera de froid. Arrête de râler, ça va se radoucir, j'en suis sûre. Justement, il me semble que la pluie se calme un peu. Tu viens? Avec plaisir. On marchera dans les flaques d'eau, sous le crachin. Cela nous changera de la grisaille parisienne. 2. Un froid de canard. Aujourd'hui, de fortes gelées sont attendues à Paris avec des températures anormalement basses pour la saison allant jusqu'à -9 degrés. Ces températures sibériennes sont de 16 degrés en dessous des normales saisonnières, ce qui a pris au dépourvu tant les Parisiens que les touristes, dont beaucoup sont bloqués par la neige. Oh, de la neige et -9 degrés au mois de mars. Quand je pense qu'il y en a qui se plaignent de la chaleur en été, on se gèle. Il faut bien te couvrir, mon chéri, hein. Ah oui, ça caille. Regarde dans la rue, tout le monde est emmitouflé. On se croirait en plein hiver au nord de l'Europe, il n'y a pas un rayon de soleil. L'hiver est particulièrement rigoureux. Dans les Alpes, des chutes de neige se produiront sur les massifs au-dessus de 800 mètres d'altitude. La région est en alerte rouge avalanche. 3. Une canicule insupportable. Oh, quelle canicule!
Il fait une chaleur insupportable. J'irais bien visiter le village, mais il fait trop chaud. Il vaut mieux rester à la fraîche. Ouais, regarde, il n'y a pas grand monde à cette heure. On crève de chaud, on est en nage. C'est pas le moment de sortir. Je comprends pourquoi la terre est si aride. Il n'y a pas un souffle d'air. Je sais que le climat est torride, mais c'est quand même plus dur que d'habitude. Ah, vivement que le vent se lève, l'air est irrespirable. Chapitre 7. L'état général. 1. Surmenage. Dis donc, t'as une petite mine aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis un peu patraque. Je suis pas dans mon assiette. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a rien de grave au moins? Non, mais à vrai dire, je ne sais pas ce que j'ai à être tout le temps crevée. Plus tard. T'as vu dans quel état est Fanny? Elle a l'air mal en point. Elle a les traits creusés par la fatigue. Elle est surmenée. Elle devrait arrêter un peu. Elle va y laisser sa peau à force de travailler comme une folle. Je suis bien d'accord avec toi. Cette femme est dans un état en ce moment. L'autre jour, elle s'est trouvée mal. Elle a eu un malaise en entrant en réunion. Ah bah, qu'est-ce que je te disais? Elle tire trop sur la corde. Ça va mal finir si elle continue à ce rythme-là. De toute façon, elle a tellement de travail qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Je me suis toujours demandé ce qu'elle avait à travailler comme ça. 2. Il récupère. Tu sais que Roland a eu un gros pépin de santé. Heureusement, il est tiré d'affaire et son état s'améliore de jour en jour. Oui, je suis allé le voir dans son centre de rééducation fonctionnelle. J'ai trouvé qu'il reprenait du poil de la bête. Il a retrouvé son humour, on sent qu'il est en train de récupérer, ça fait plaisir. D'ailleurs, il s'est remis à marcher, même s'il n'est pas encore très solide sur ses pieds. Oui, ça revient progressivement. Il fait beaucoup de rééducation avec d'excellents kinés. D'après l'équipe médicale, il sera sur pied dans quelques semaines. Il a surmonté une sacrée épreuve tout de même. 3. Elle se remet. Et Nina se remet de ses émotions. Oh, après son bac, elle devait être sur les rotules, la pauvre. Elle a tellement travaillé, révisé, bûché. Oui, elle a retrouvé son appétit et a repris des couleurs. J'avoue que je commençais à me faire du souci. Mais les jeunes ont du ressort, ce n'est pas comme nous. Oh, vous aussi. Hein. Oh, vous êtes passé par des moments difficiles et vous avez courageusement repris le dessus. Que voulez-vous? Quand on a des enfants, on n'a pas le choix. Si on flanche, on est perdu. Alors il faut se ressaisir vite. Oh, facile à dire. Chapitre 8. Les mouvements. 1. Un pot au bureau. Ce matin, comme c'était mon anniversaire, Eric s'est pointé avec une bouteille de champagne. C'est sympa, hein? Sur ce, tout le monde a rappliqué. Et Brice, il a montré le bout de son nez? Oui, il est entré en trombe dans le bureau, a piqué quelques canapés et s'est barré. Bon débarras, il est tellement pénible. Quant à Floriane, elle est arrivée après la bataille, comme d'habitude. Il ne restait plus rien, ni à boire, ni à manger. Et tout le monde était sur le point de partir. Bon, ce n'est pas le tout, il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Ah, moi aussi, je file. 2. Une occasion perdue. Je me suis rendu très tôt au travail ce matin car je voulais me joindre à mes collègues pour l'anniversaire d'Arthur. Mais avec toute la neige qui est tombée, j'ai dû rebrousser chemin. Personne ne pouvait passer. C'est dommage, mais vous n'avez pas perdu grand-chose. Quelques personnes seulement se sont montrées et ne se sont pas attardées. Le directeur a fait un crochet par la salle avant d'aller en réunion, mais il s'est éclipsé discrètement. Floriane a aussi fait une courte apparition. 3. Pétrifié. Comment as-tu passé ta journée? Je n'ai pas bougé de la matinée. Je suis resté scotché devant la télé à suivre les événements. Moi aussi, quand j'ai vu ce qui s'était passé, je suis restée clouée chez moi. Je me suis plantée devant mon ordinateur et je n'ai pas mis le nez dehors de la matinée. Moi qui d'habitude ne tiens pas en place, j'étais littéralement pétrifié. Je ne savais pas quoi faire de moi. Je ne voulais pas rester les bras croisés, mais je me suis senti tellement impuissant, démuni. Tout le monde était désemparé, je crois. 4. Immobilisme.
Je ne comprends pas ce gamin. Il reste vautré dans sa chambre toute la journée, il ne lève pas le petit doigt pour aider ses parents. Si tu l'avais vu l'autre jour, affalé sur le canapé, il est tellement désœuvré que ça le fatigue d'avance d'imaginer bouger un peu. J'ai jamais vu une flemme pareille. Quel gâchis! Une telle mollesse à son âge! Il risque de rater ses études, de stagner dans son collège. On se demande ce qui pourrait le faire sortir de sa léthargie. Malheureusement, il a toujours été oisif. Quand il était petit, il traînait toute la journée, et son apathie inquiétait ses parents. Chapitre 9. Demander ou donner des nouvelles. 1. Des nouvelles d'Elsa? Au fait, t'es toujours en contact avec Elsa? Que devient-elle? Non, malheureusement, on s'est perdu de vue il y a quelques années. Je sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai plus aucune nouvelle. Elle ressurgira peut-être un jour. Après tout, certains refont surface après des années de silence. Vu son caractère et son ambition, elle aura fait fortune. Dans ce cas, j'aurais entendu parler d'elle par mon réseau de connaissances. De toute façon, je ne serais pas étonné qu'elle s'en soit bien sortie. Je me souviens qu'elle savait toujours tirer son épingle du jeu. 2. Où en est-on? Où en est-on du projet de chantier? Je me demande ce qu'il est advenu de l'idée de construire un nouvel immeuble à la place de ce petit jardin. Je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas de quoi il retourne. Oh pardon, je croyais que vous étiez au courant. Je vais vous expliquer, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Oui, Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger. Juste une chose. J'ai essayé d'avoir Isabelle au téléphone, mais elle ne répond pas. À mon avis, elle aura oublié l'heure de la réunion. 3. Le temps passe. Adrien! Oh, dis donc! Ça fait des lustres que je t'avais pas vu! Qu'est-ce que tu deviens? Il a dû s'en passer des choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Ouais, de l'eau a coulé sous les ponts. Pour faire bref, après diverses péripéties sentimentales et professionnelles que je te passe, je suis parti m'installer aux États-Unis pendant 4 ans. Oh. Me voici de retour de San Francisco. Ah, tu peux me dire en un mot ce qui s'est passé tout de même? En vérité, c'est une longue histoire. Et je vais pas entrer dans les détails, sans compter que j'ai eu aussi quelques déboires sentimentaux. En résumé, ta vie a été palpitante si je lis entre les lignes. 4. Il s'en passe de belles. Qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que Flo a quitté la société pour partir s'installer à la campagne. Il s'en passe de belles ici. Moi qui croyais qu'elle était dévorée d'ambition et qu'elle ne pensait qu'à sa carrière. Que veux-tu? Les relations avec l'équipe se sont détériorées, et cela devenait intenable. Sans compter les retards que cela entraînait dans les projets. À ce point-là? Mais c'est un enfer que tu me décris là. Tu peux le dire. Ça faisait belle lurette que tout le monde était à bout. Chapitre 10. Aider. 1. Un coup de main. Comment vas-tu t'y prendre? Tu auras recours à un déménageur? Pour les gros meubles et tout ce qui est encombrant, oui, mais pas pour le reste. Pour le moment, je suis en train d'emballer tous mes livres et de trier les vieux vêtements. Tu ne veux pas qu'on te donne un coup de main? Tristan et moi, on peut venir samedi te dépanner. Par exemple, pour porter des cartons. C'est vrai? Ah, je dis pas non, ils sont tellement lourds. Les cartons de livres en particulier pèsent des tonnes. Ah, ce serait adorable de votre part, vous êtes toujours prêt à rendre service. Si vous pouviez venir tôt le matin, ça m'arrangerait. Ça tombe bien, on est en vacances tous les deux. Ah, tu me tires une épine du pied. Je me demandais justement comment j'allais y arriver toute seule. Pourquoi ne pas demander à Simon et François de venir te prêter main forte? On aura bien besoin de gros bras. C'est une bonne idée. Ils sont très serviables et à court quand on leur demande un service. Bon, je te laisse. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit d'ici samedi, n'hésite pas à me le dire. 2. Un soutien sans faille. Vous savez qu'Alexandre Collet, mon bras droit, me seconde dans toutes ses tâches. Vous pouvez donc compter sur lui pour vous assister le moment venu. Vous m'enlevez un poids avec cette proposition. Je reconnais bien volontiers que j'ai besoin de soutien en ce moment. Alain m'a déjà prêté son concours, mais ce n'est pas suffisant. Soyez rassurés, nous vous épaulerons sans relâche. Je
Je vous en suis reconnaissant, votre appui m'est précieux. Alexandre, vous vous mettrez à la disposition de Laurent Gibert. Cela passe en priorité dans vos attributions. Très bien, monsieur. Faites appel à moi dès que le besoin s'en fera sentir. 3. Une coopération fructueuse. Je suis convaincu que notre intervention va favoriser les relations avec notre partenaire et contribuer au développement de bonnes relations commerciales. Certes, et cela peut concourir à l'amélioration de nos produits puisque la distribution en sera facilitée. Il faudra d'ailleurs réfléchir à d'autres coopérations de ce type. Chapitre 11. Demander, accepter, refuser. 1. C'est envisageable? Tu pourrais envisager de partir 1 an à Rome, même avec un salaire modeste? Cela va de soi. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Ceci dit, je ne suis pas sûre que la mission soit passionnante. Ce n'est pas le lieu de faire la fine bouche. Je serais ravi de passer du temps en Italie. La seule chose que je demanderais, c'est qu'on me paye des cours d'italien. Bon, je pense que ça devrait passer au niveau du budget. Je leur ferai avaler la pilule, en leur expliquant que c'est fondamental pour les fonctions que tu occuperas. J'espère bien qu'ils consentiront à ce que je suive cette formation. Je ne demande pas la lune. Je suis convaincu que tu parviendras à le faire passer auprès de la direction. 2. On lui passe tout. J'aurais voulu que vous preniez en charge l'organisation du séminaire. Oui, mais Cédric tient à ce que ce soit Tania qui s'en occupe. Elle s'en dispenserait bien volontiers, étant donné tout ce qu'elle a à faire, mais Cédric ne veut rien savoir. Je m'attends à ce qu'il y ait quelques tensions au niveau du département. Zut, je ne sais plus sur quel pied danser maintenant. Bon gré mal gré, nous sommes tous obligés de nous plier aux demandes de Cédric. C'est toujours la même chose avec lui. La direction lui passe tout, même ses caprices, sous prétexte qu'il est efficace et qu'il rapporte des clients. 3. Service technique. Toutes nos lignes sont occupées. Nous ne pouvons donner suite à votre demande pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Tu ferais peut-être mieux d'y aller directement. Ça serait plus efficace, non? Je suis pas très chaud. Faire la queue pendant 1 heure là-bas, ça me tente moyennement, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je tente ma chance à nouveau. Service technique, Tom à votre service, bonjour. Bonjour monsieur, je vous appelle car une erreur s'est produite dans ma facture. Oui monsieur, si vous voulez bien me donner votre numéro de client. 4. Une mission en perspective. Bonjour monsieur, je me permets de vous contacter sur le conseil de Céline Jaubert. Nous sommes en quête d'un traducteur grec-français et nous aimerions vous rencontrer si toutefois cela vous intéressait. Ah oui, tout à fait. Mais je suis occupé à l'instant. Auriez-vous l'amabilité de me rappeler dans une dizaine de minutes? Alors, il a accepté? Oui, il s'est pas fait prier, contrairement à Yanis qui avait fait la sourde oreille. Chapitre 12. Réunion, conférence. 1. Une réunion importante. Serait-il possible d'organiser une réunion avec les directeurs jeudi prochain? Auriez-vous des disponibilités le matin? Si cela vous convenait, ce serait parfait car tout le monde est libre dans ce créneau-là. Mon emploi du temps est très chargé en ce moment. Je suis très pris. Je vais tout de même essayer de me libérer jeudi matin. Si vous me le permettez, je passe un coup de fil, puis je suis à vous dans quelques minutes. Un peu plus tard. Je viens de vérifier auprès de mon assistante. Je vais décommander un rendez-vous et cela pourrait se faire à 11h15. Ah, très bien, je vous en remercie. Je suis désolé de bousculer votre agenda, mais il y a urgence. Je mets au point l'ordre du jour et je vous l'envoie par mail. 2. Trouver un créneau? J'aurais voulu caler une réunion avant lundi. Quand est-ce que tu serais dispo? Je suis débordé, je cours partout. J'ai pas une minute à moi. Il faut pourtant qu'on trouve un créneau. Au pire, on peut le faire même vendredi, en fin de journée. Il faut absolument qu'on se voit à propos du projet. Oui, je sais, mais je ne peux pas être partout. Bon, attends, je vois dans mon planning que Renaud nous fait faux bond encore une fois.
Ah, quelque chose malheur est bon, ça me libère un créneau vendredi à 16h45. C'est tout ce que j'ai. Ça t'irait? D'accord, ça marche. 3. En marge d'une réunion. Est-ce que les convocations ont été envoyées? Oui, tout le service a été convoqué par le grand chef, et chacun d'entre nous doit faire un topo. Est-ce que Stéphanie interviendra? Oui, elle fera une courte intervention, mais ensuite c'est elle qui ira s'exprimer devant les caméras. Vous êtes au courant que Renaud est obligé de se désister pour raison de santé? Sa défection ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, je sais, mais Fabien a accepté de le remplacer au pied levé. J'espère que son laïus ne sera pas trop long. Il faudra se mettre d'accord sur la conduite à tenir si jamais cela s'éternisait et s'il dépassait le temps qui lui est imparti. Convenons que c'est moi qui prends ça en charge, si ça t'arrange. Chapitre 13. Les responsabilités. 1. Négligence. Je comprends pas pourquoi on m'accuse de négligence. Je vois pas comment j'aurais pu finir un tel travail en si peu de temps. Vous pouvez toujours arguer qu'on ne vous a pas précisé les délais. Effectivement, j'y suis pour rien dans la mauvaise gestion du planning. De toute façon, je vais pas me laisser faire. J'ai pas à me justifier quant à la manière dont j'ai procédé. Je sais. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds et vous avez bien raison. Oui, il faut pas se laisser intimider par la hiérarchie. 2. Une mise en cause. Vous savez qu'on a mis Jérôme en cause dans cette affaire? Oui, mais il n'y avoir jamais détourné des fonds. Il a réfuté toutes les accusations de malversation. Quelle mauvaise foi! Cela ne tient pas la route. Il est évident qu'il est mouillé jusqu'au cou dans cette histoire. N'est-il pas impliqué d'ailleurs dans une autre affaire de détournement de fonds publics? Oui, il traîne de nombreuses casseroles, comme on dit. Et que pensez-vous de l'attitude de Patrice? Considérez-vous qu'il est de bonne foi lorsqu'il prétend ne s'être jamais douté des agissements de Jérôme? 3. Prendre ses responsabilités. Dans ce poste, vous accéderez à des responsabilités importantes, mais Serge Granville m'a vanté vos mérites. D'après lui, vous avez la carrure pour diriger ce service. Ceci dit, il s'agit, je ne vous le cache pas, d'une lourde responsabilité. Oui, je me sens à même d'exercer ces hautes responsabilités. Vous aurez à prendre en main l'ensemble d'un projet de vaste envergure. Vous pensez avoir les épaules assez larges? Oui, je suis prêt à assumer mes responsabilités. Celles qui m'incomberont m'obligeront à prendre autant, sinon plus de risques que dans mes fonctions actuelles. Ce ne sera pas une mince affaire. 4. Ou ne pas les prendre. Tu sais que Bertrand a rejeté la responsabilité de l'échec sur Gauthier. C'est inadmissible. Il se défausse sur ses collaborateurs surmenés. Il met l'échec sur le compte du manque d'organisation, si ce n'est de l'incompétence. À mon avis, il n'a pas la conscience tranquille. Il doit être dans ses petits souliers face à sa hiérarchie et cherche à fuir ses responsabilités. Personne ne sera dupe, je pense. J'en ai assez de ces gens qui paradent, mais déclinent toute responsabilité dès qu'il y a un pépin. De toute façon, on ne peut pas imputer à Gauthier les erreurs commises par les autres. Et qu'en dit Florent? Lui, il s'en lave les mains. Il ne se sent pas concerné. Chapitre 14. Gérer les conflits. 1. Un conflit familial. Quelle histoire! Quand Sophie a découvert que la décision avait été prise sans la consulter, elle est montée sur ses grands chevaux. Elle s'en est prise à toute la famille, comme si c'était notre faute. Même aux cousins? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle les a traités de tous les noms d'oiseaux. Ensuite, elle a pris à partie tonton Paul, qui a rétorqué que c'était à cause d'elle que tout s'était envenimé. Ce qui est bien vrai, soit dit en passant. Oh, c'est tout de même un peu fort. Sophie n'est pas la seule responsable de la situation. Il ne faut pas pousser. Je te ferai remarquer que par le passé, tonton Paul aussi a mis de l'huile sur le feu. 2. Une dispute au lycée. Le ton a monté, les gamins se sont échauffés. C'est toi qui m'as dénoncé. Mais non, c'est ta faute, si. Ah, j'ai passé un savon à tous les garçons. Et pendant que j'y étais, les filles aussi se sont fait engueuler. J'en ai assez de cette classe. On se fait taper sur les doigts par les parents alors que leurs enfants sont ingérables. Dorénavant, le moindre incident sera signalé au proviseur et basta. Et tant pis s'ils nous font des réflexions désobligeantes. On va voir ce qu'on va voir.
Je plaisante. T'as raison, il faut mettre en garde nos collègues contre ces dérives. Dans ce collège, c'est toujours le bras de fer entre les parents et les enseignants. On met toujours en cause les profs, mais c'est injuste. On les accuse soit de laxisme, soit de trop grande sévérité. Il faudrait savoir. 3. Calmons le jeu. Vous êtes au courant, j'imagine, du différend qui oppose Pierre et Rémi? Apparemment, le désaccord est si profond qu'il va nous falloir trouver un moyen de désamorcer le conflit. Oui, il faut calmer le jeu et tenter d'apaiser les esprits. Nous allons commencer par nommer un médiateur qui, espérons-le, aura suffisamment d'habileté et de tact pour écouter les deux sons de cloche. 4. Une médiation? Tu sais qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Pierre et Rémi? Pierre est remonté contre Rémi, mais Étienne va jouer les intermédiaires et essayer de résoudre les problèmes. Il faudra qu'il déploie toute sa diplomatie, car les discussions risquent d'être houleuses. Je me demande s'il parviendra à faire plier Rémi, qui est assez coriace. Quand il se braque contre quelqu'un, il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis. Ouais, Étienne n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ne pas brusquer les choses et il a toute la finesse et le doigté pour mener à bien cette mission hautement diplomatique. Espérons qu'il parvienne à recoller les morceaux. C'est toujours à lui qu'on fait appel pour arbitrer les conflits. Je ne sais plus combien de conciliations ont été menées par son entremise. On verra bien si Pierre et Rémi céderont. 5. Un compromis en vue? Il va falloir que nous trouvions une issue à ce conflit qui empoisonne l'atmosphère. Je comprends bien votre énervement, mais ne pourrait-on pas envisager simplement de modifier la répartition des tâches? Oui, il faut trouver un compromis, mais si vous souhaitez parvenir à un accord, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Justement, jusqu'où pouvez-vous aller? Accepteriez-vous l'idée que Rémi se charge davantage de l'aspect technique, tandis que vous auriez toute latitude pour vous concentrer sur les développements commerciaux? Je veux bien faire des concessions, mais je ne céderai pas sur le fait que je sois responsable du projet. Pierre, vous ne pouvez pas camper ainsi sur vos positions. 6. Haute diplomatie. J'ai tenté d'arrondir les angles, mais ça n'a pas été facile. Pierre a mis de l'eau dans son vin, mais il refuse de céder 1 pouce de terrain à Rémi. J'imagine que vous avez pris des gants pour parler aux deux. Certes, il ne fallait pas froisser les susceptibilités. Nous avons déjà frôlé l'incident diplomatique, mais la réaction de Pierre laisse entrevoir une porte de sortie. En d'autres termes, vous avez ménagé la chèvre et le chou. J'ai 2 solutions. Soit je les mets tous les deux devant le fait accompli, soit je coupe la poire en 2 et je répartis les responsabilités. Chapitre 15. Plaisanter, tromper. 1. Sacré Paul. Tu sais que Paul m'a annoncé qu'il allait devenir directeur du département? En fait, c'était du bidon. Mais sur le coup, je l'ai cru. Évidemment, il se payait ma tête. Sacré Paul, tu le connais, c'est son style. Il fait marcher tout le monde, il peut pas s'en empêcher. Ses bons mots sont bien connus, et comme il est assez pince sans rire, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Il m'a eu encore une fois, mais ça commence à bien faire. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Parfois, je trouve que c'est un peu limite. Il mène tout le monde en bateau, mais moi, on me la fait pas. Quand il a répondu une boutade, je me méfie. Oui, toi tu n'es pas dupe. Mais moi, au contraire, j'ai tendance à prendre tout ce qu'on me dit pour argent comptant. Je me fais avoir très facilement. Il va falloir que je sois davantage sur la défensive. Il a toujours fait des blagues et raconté des bobards. De plus ou moins bon goût, d'ailleurs. Comme tous les calembours dont il abreuve son auditoire. 3. Des menteurs. Cet élève raconte tout le temps des salades. On ne peut jamais le croire. Il ment comme il respire. Disons qu'il a beaucoup d'imagination et qu'il brode un peu à partir d'éléments qui ne sont pas faux. Je reconnais qu'il a tendance à en faire des tonnes. En général, ses explications sont cousues de fil blanc, mais parfois elles tiennent la route. Je vous trouve bien indulgente. Qu'il raconte des histoires, c'est une chose, mais qu'il colporte des ragots sur les autres, c'est beaucoup plus grave. Quand on connaît son père, qui est de très mauvaise foi, il n'y a pas à s'étonner de l'attitude du gamin. Un jour où son fils avait été puni parce qu'il avait été violent, le père a prétendu qu'on ne l'avait pas prévenu,
ce qui était complètement faux, bien sûr. Il a soutenu mordicus que nous étions en tort. Comment voulez-vous que son fils soit honnête avec une pareille éducation ? Chapitre 16. Allusion et sous-entendu. 1. Il y a pire malheur. Oh, tu as vu ? Ce type me passe devant sans même tenir la porte. Bonjour la politesse. Sois un peu indulgente, il n'est plus de la première jeunesse. À mon avis, il n'y voit pas grand-chose. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas vraiment une excuse. Bon, dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. En route. Wow, tu as vu ce château? Ce n'est pas affreux, n'est-ce pas? Il y a pire malheur que de vivre là. Je ne détesterais pas m'installer dans ce genre d'endroit. Un petit château tout simple. Je ne verrais pas d'inconvénient à ce que nous l'achetions. Je ne dirais pas non. Inutile de préciser que nous sommes déjà milliardaires. 2. Plutôt mourir. Inviter Éléonore à dîner? Tu veux rire? Ce serait pas idiot de le faire, non? Ah non, plutôt mourir. Bravo, tu as le sens de la convivialité. Je ne comprends pas pourquoi tu la détestes. Elle n'est pas sans intelligence, tout de même. Peut-être, mais si elle vient, ce sera l'horreur, je le sais. D'ailleurs, Eustache, pour ne pas le nommer, ne peut pas la voir en peinture. 3. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que j'aille dîner chez Adeline. Ça va être gai si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est pas la peine de me faire un dessin. Ça va pas être triste. Toute la soirée, il y aura des allusions perfides à ton divorce et des questions difficiles à esquiver. Adeline va encore insinuer qu'après tout, si Fanny m'a quitté, je l'ai bien mérité. En plus, elle va essayer de me faire dire si j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Ah, je vois le tableau. Tu comptes refaire ta vie? Il va falloir que tu prennes la tangente, que tu éludes. Ouais, mais Adeline parle toujours par sous-entendu. Elle est bien trop maligne pour attaquer de front. Et personne ne me soutient, soit dit en passant. 4. Des allusions à peine voilées. Fabrice m'a laissé entendre qu'il avait rencontré quelqu'un, sans toutefois l'exprimer clairement. Il l'a fait à mots couverts, comme d'habitude. Impossible de vraiment lui tirer les vers du nez. Il n'a pas fait allusion à son divorce, même à demi-mot? Si, bien sûr, mais de manière très détournée. Tout est toujours très allusif chez lui. Il faut lire entre les lignes. Pourtant, je lui ai tendu la perche plus d'une fois. Cela ne me surprend pas. Vincent m'avait fait comprendre que Fabrice n'avait aucune envie d'en parler. Implicitement, il insinuait que toi et moi essayerions de le faire parler. Avoue que c'est vexant. Comme si c'était notre style. Chapitre 17. Le débat et l'opinion. 1. Un colloque. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque consacré aux énergies renouvelables. Au cours des différentes sessions, nous aborderons plusieurs questions d'actualité. Tous les intervenants, que je remercie d'être venus si nombreux, auront la possibilité de s'exprimer lors de la table ronde qui conclura la dernière séance de travail. Je donne tout de suite la parole à Ronan Sabatier. Je vous remercie. En effet, nous entamerons cette discussion par un état des lieux. Ensuite, je vous propose de prolonger la réflexion par une étude des enjeux de la transition énergétique, ce qui nous amènera à relancer le débat sur l'innovation verte. 2. La clôture du colloque. Nous allons clore ce débat par un tour de table. Ensuite, je céderai ma place à Ronan Sabatier, qui nous proposera une conclusion en forme de question ouverte. En effet, je vous propose de conclure sur une synthèse des travaux. Plus tard. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce passionnant colloque.
Nous vous sommes reconnaissants, en particulier de nous avoir fourni des éléments de réflexion sur les sujets que nous avons traités. C'était un honneur et un plaisir d'avoir été des vôtres. Et je me réjouis de nos travaux futurs. En guise de conclusion, je me permets d'annoncer la publication prochaine des actes de ce colloque. « 3. Une stratégie contestable. Pauline Girard, comment voyez-vous les choses? Quel est votre sentiment sur cette situation délicate? Pour ma part, je ne partage pas le pessimisme de Louis Dumas. Ce qui, à mon sens, s'avère crucial, c'est l'engagement de toute l'équipe dans ce projet. Ceci dit, je suis bien obligée d'admettre que tout n'est pas parfait et que nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Et vous, Louis Dumas, quel regard portez-vous sur la stratégie de l'entreprise? Eh bien, force est de constater que, contrairement à ce que soutient Pauline Girard, les décisions prises se sont révélées contre-productives. Pour mon compte, j'attends de la direction des propositions claires et solides. Considérez-vous qu'il y ait de la part de la direction une sorte de frilosité? Ce n'est pas faux. Il y a de ça dans la faiblesse de certains investissements. Et vous, Pauline Girard, ne pensez-vous pas que l'entreprise aurait intérêt à prendre davantage de risques? Oui, vous n'avez pas tort sur ce point. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que nous pouvons encore améliorer notre stratégie. La prise de position de notre directeur va d'ailleurs dans ce sens. Quant à moi, je maintiens que nous sommes engagés dans une mauvaise voie. 4. Une rebelle. Je ne suis pas persuadé qu'Hortense ait raison de changer de poste. Oh, tu prêches une convaincue. Je ne vois pas en quoi cela bénéficierait à sa carrière. Je me demande même si ce ne serait pas la politique du pire. Je te le fais pas dire. Incontestablement, elle a tendance à se tirer une balle dans le pied. Qu'elle veuille se renouveler, soit, je le comprends. Mais qu'elle mette en danger sa carrière, ça me paraît insensé. Ça va de soi. Hortense a toujours rué dans les brancards. Rebelle, elle avait déjà renoncé à ses études de maths, aux grandes dames de ses parents. C'était une adolescente qui adorait prendre le contre-pied des adultes. 5. Un père compréhensif? Papa est furieux contre moi. Où vas-tu chercher ça? Ton père te soutiendra, au contraire. Il est sur la même longueur d'onde que toi en ce qui concerne tes études. Ah oui, tu crois ça? Pourtant, il n'a pas arrêté de me critiquer. Il ne m'aime pas, je le sais. Comment peux-tu dire une chose pareille? À tort ou à raison, il s'inquiète pour toi sans non plus vouloir t'influencer. Ce qui est plutôt sain. N'empêche qu'il ne m'a fait aucun commentaire quand je lui ai annoncé que je voulais devenir archéologue. Avoue que tu t'attendais à une dispute. Tu diras ce que tu voudras. Tu as de la chance d'avoir un père si compréhensif. Chapitre 18. Dire ou ne pas dire. 1. Rumeur ou réalité? Oh, tu sais, j'en ai appris de belles à propos de Kevin. Ah. Il paraît qu'il s'est livré à des malversations dans son entreprise. Oh, qu'est-ce que tu me chantes? Il n'est que stagiaire. Ah, en tout cas, le bruit court qu'il serait compromis dans une histoire financière louche. C'est Sonia qui m'en a glissé un mot l'autre jour. Oh, ne te fie pas à elle, elle l'a toujours colporté des ragots, c'est odieux. Elle raconte généralement des horreurs sur des gens bien. Tu as tort d'écouter les rumeurs. 2. Médisance? Tu ne sais pas la dernière à propos de Kevin? Il paraît qu'il a piqué dans la caisse. Qu'est-ce que tu me racontes? Kevin? Première nouvelle? Si, je t'assure. Il aurait volé plusieurs milliers d'euros. On dit même qu'il ferait partie d'un réseau et que plusieurs complices auraient été interpellés. J'admets que ce garçon n'a jamais été net. Et qu'il a déjà un casier judiciaire, c'est un secret de polichinelle. Et pourtant, je n'arrive pas à y croire. Il semblait s'être rangé. Le patron aurait décidé d'alerter les flics vendredi dernier. Nous voilà bien. Tu es sûr que ce ne sont pas des commérages? Car moi, je n'aime pas la médisance. Cette entreprise se caractérise par les on-dit. Les révélations s'avèrent souvent de simples racontards. 3. Une mise au point. Geoffroy a commencé son exposé par la phrase que nous attendions tous. « Je parlerai sans embâge !»
D'emblée, il est entré dans le vif du sujet sans précaution oratoire. Vu qu'il a tendance à être assez cassant, pour ne pas dire tranchant, ça n'a pas dû être triste. Je ne te le fais pas dire. Il a tout de suite annoncé la couleur en déclarant, je cite, « Le projet souffre de diverses incohérences, ce qui risque de nous mener à la catastrophe. » Il n'a pas mâché ses mots. J'ai même cru qu'il allait dire ses 4 vérités à Aurélie. Sur un ton péremptoire, il lui a carrément dit qu'elle devait changer de stratégie. Toute l'équipe attendait qu'il remette les pendules à l'heure. La mise au point était nécessaire d'ailleurs, après toutes les dérives de ces dernières semaines. Je n'ai pas besoin de vous dire que tout cela sera abondamment commenté. 4. Histoire de famille. Si j'ai bien compris, Henri a retracé toute l'histoire de sa famille. Disons qu'il a raconté en long et en large les moindres anecdotes sur la grand-tante machin et le cousin truc. Il est intarissable sur la généalogie, mais je me demande parfois si ce n'est pas du baratin. Ce n'est pas impossible, car s'il rabâche souvent les mêmes histoires, j'ai remarqué qu'il ne s'étalait pas sur la branche maternelle de la famille. Quelques sombres secrets, probablement. 5. Des confidences. Je te dis ça en confidence, sous le sceau du secret. Mais bien entendu, garde tout cela pour toi. Je ne veux pas que ce genre d'informations s'ébruite. Reste discret. Je te rassure, tu peux me confier tes secrets, cela restera entre nous. Cela ne sortira pas d'ici. Je suis habitué aux informations confidentielles, ne te fais pas de soucis. Plus tard. C'est bizarre, je m'attendais à ce que Frédéric fasse allusion à sa nouvelle nomination, mais il n'a pas ouvert la bouche de la réunion. Il est difficile de faire plus taciturne. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Au poste qu'il occupe, j'imagine qu'il a intérêt à fermer sa gueule. J'ai déjà remarqué que de nombreux cadres passaient un certain nombre de choses sous silence. Que veux-tu, on ne divulgue pas les secrets de l'entreprise. Cela me fait penser que lorsque je lui ai demandé s'il participerait au nouveau projet, il s'est pas étendu sur le sujet. Il a donné une réponse plutôt évasive. Et il n'a fait aucune allusion à une éventuelle participation de Julien. Il a juste dit en passant que Julien était intéressé. À ce propos, je sais qu'une réunion en haut lieu s'est passée avant-hier, mais rien n'a filtré. Il n'y a eu qu'un communiqué laconique de la direction, et mon chef, par exemple, est resté muet sur le sujet. Quand je lui ai posé la question, il a noyé le poisson. Ça m'étonne pas. Souviens-toi, il s'était pas vanté de son éviction de l'autre projet. Chapitre 19. Réagir, commenter. 1. Ça va pas la tête? Attention, vous avez failli me renverser! Mais ça ne va pas, non? Je ne vous ai même pas touché. Encore heureux! Oh, il y en a, je te jure! Mais il continue? Mais il est fou, quoi! On n'a pas idée de rouler à cette vitesse! Oh, et vous ne pouvez pas faire attention? N'importe quoi. Comment peut-on être aussi grossier? On aura tout vu! C'est lui qui conduit comme un fou et il s'en prend aux autres. En voilà des manières! Ah ouais, ça se passe de commentaires. Je sais bien qu'il faut tout pour faire un monde, mais tout de même. 2. Un incompris. Tu veux de l'argent de poche, tu veux ta liberté, tu ne veux pas travailler, et puis quoi encore? Mais si, je veux bien travailler. Qu'à cela ne tienne, justement, ton oncle a besoin d'aide pour les vendanges. Ça tombe bien. Tu pourrais te faire de l'argent de poche. Oh non, mais c'est trop dur, ça. Ah, ça c'est la meilleure. Tu ne peux pas te remuer un peu? Oh maman, mais t'exagères. Au fait, tu peux me donner des sous pour m'acheter un nouveau téléphone? Alors ça, mon chéri, tu peux toujours courir. 3. C'est fichu. Oh là là! Oh, j'ai renversé tout le plat par terre! Bravo, c'est du joli. Il est cassé en 1000 morceaux. C'est papy qui va être content. Il faudrait peut-être que j'en rachète un autre. Oui, c'est la moindre des choses. Plus tard. Emma était vraiment dans tous ses états, tu sais. Grand bien lui fasse. De toute façon, elle a toujours été aussi maladroite que négligente.
Passons. Je t'assure qu'elle ne l'a vraiment pas fait exprès. Et après? Toujours est-il que j'ai perdu mon beau plat. Oh, je ne vais pas me lamenter. 4. Bien joué. Rien qu'à l'entendre, on voit que Brice ne cherche qu'à se faire valoir. Ouais, hier il est sorti de son entrevue avec le ministre sans faire de commentaires. Qu'est-ce que je te disais? Il crée un incident, se plaint auprès du ministre et joue à la victime tout en se faisant mousser. Conclusion, c'est nous qui trinquons. C'est QFD. Il est vrai que c'est pas la joie dans ce service. L'autre jour, le ministre est arrivé à l'improviste, ce qui a pris tout le monde au dépourvu. Il a demandé à Nora où en était le rapport. Prise de court, elle lui a répondu que Brice n'avait toujours pas fait sa part. Bien joué, Nora. Ça lui est sorti comme ça, sans réfléchir. 5. De mauvaises nouvelles. Tu sais que Jean-Loup est tombé très gravement malade? On lui a découvert une tumeur très rare. Mon Dieu, quelle horreur. Il est encore si jeune. Oh, c'est la loi des séries, ma parole. Déjà, il avait vécu un grand malheur il y a 2 ans. Ouais, c'est un vrai cauchemar. Lui et sa femme vivent un enfer. Je sais pas comment ils tiennent le coup. Ils encaissent sans se plaindre. C'est admirable. Quand tu penses à ceux qui font un drame de la plus petite contrariété... Oui, cela relativise les choses. Le fait qu'ils soient tous les deux très dynamiques doit les aider. Certainement. Cela explique aussi qu'ils se soient rapprochés de leurs parents. Espérons que Jean-Loup s'en sorte. Je vais lui envoyer un mot ce soir. Chapitre 20. Parler d'un projet. 1. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous me donner un aperçu de l'état d'avancement du projet? D'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un projet à relativement long terme, que nous mettons en œuvre depuis plusieurs mois. Il implique de nombreuses étapes. Comment avez-vous procédé? Nous sommes en train de réunir une équipe performante et soudée qui, je l'espère, nous permettra d'aboutir à des résultats concluants à plus ou moins brève échéance. Tout cela est en bonne voie. Est-ce le même genre de dispositif que celui que vous aviez mis en place l'année dernière? À peu de choses près, oui, c'est du même ordre. 2. Ça avance? Alors, pour le dossier Gauthier, on en est où? Ça avance? Eh bien, ça commence à prendre tournure, j'ai repris la plupart des éléments qu'on m'a communiqués et la demande de budget est en passe d'être acceptée. Depuis le temps que ce projet est dans les tuyaux, je me demande si on en verra le bout. Mais oui, je sais que Christian a tendance à tirer des plans sur la comète, mais cette fois-ci, nous avons bon espoir de finaliser le document d'ici la fin du mois. Et le processus d'embauche d'un nouvel ingénieur, ça en est où? Pour l'instant, c'est au point mort. Mais je vais relancer Christian à ce sujet. 3. Il faut s'adapter. Avec la mondialisation, nous sommes obligés de nous adapter aux nouvelles exigences du marché. Par exemple, en ce qui concerne les produits frais, il a fallu rectifier le tir, car nous avions relevé une nette détérioration de notre image. Les conditions de distribution se dégradent. Oui, nous nous acheminons vers une plus grande uniformisation des goûts. C'est un processus inéluctable. Cela va bousculer nos habitudes. Si on ne peut pas changer le cours des choses, il est cependant important de préserver la qualité des produits. Certes, il faut la maintenir tout en revoyant notre stratégie à moyen terme. 4. Bonne nouvelle. Tu sais que les choses ont pris un tour très positif? Un nouveau contrat a été signé, ce qui va nous permettre de nous développer sur le marché africain. J'espère que nous repartons vers une période d'expansion commerciale. C'est une très bonne nouvelle. Cela va renforcer notre positionnement sur le marché. Je vais envoyer tout de suite un mail à Sonia, comme ça, ce sera fait. En tout cas, ce contrat va faire avancer les choses. Ces derniers mois, tout était resté en plan, on n'avait pas avancé d'un pouce du point de vue de la stratégie commerciale. Je suis très soulagé de ce nouveau tournant. Chapitre 21. Évaluer un travail. 1. C'est ni fait ni à faire. Tu as vu le rapport de Denis? C'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Il est coutumier du fait. Selon lui, ce genre de travail est une corvée et il bâcle ses rapports. Ah, ça se sent. Non seulement c'est du travail d'amateur, mais c'est incohérent et mal écrit. Son plan ne tient pas debout. On ne peut pas envoyer un document aussi indigent à nos partenaires.
Ça pourrait même compromettre la poursuite du projet. À ce point-là? Montre un peu que j'y jette un coup d'œil. Oh, t'as raison. Ça n'a ni queue ni tête. Je me demande comment Denis parvient à conserver son poste. Si je comprends bien, il va falloir tout refaire. Tout réécrire à sa place. 2. Un travail moyen. Alors, que pensez-vous de ce mémoire? Ce n'est pas nul, mais c'est assez superficiel. L'étudiant n'a pas assez approfondi son sujet, qui mériterait un traitement plus développé. Ne nous plaignons pas, c'est pas trop mal écrit. Tout est relatif. J'ai relevé un bon nombre de fautes d'orthographe et de coquilles. À mon avis, cet étudiant se contente de peu, hélas. Reconnaissez que son raisonnement n'est pas stupide, et que l'on comprend où il veut en venir. Je vous le concède. Ce n'est pas d'une grande originalité, mais soyons indulgents. Ça a au moins le mérite d'être clair. 3. Que d'éloges! Avez-vous lu la thèse de notre étudiante Manon Chevalier? C'est un travail remarquable, tant par la qualité des résultats que celle de la rédaction. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que vous jetez des fleurs à quelqu'un. Plus tard. René Schneider n'a fait que des compliments à Manon, et ce n'est pas peu dire. Je ne peux que vous féliciter pour la grande qualité de ce travail. Je rends hommage à votre clarté d'esprit. Et patati et patata. Bon, il est vrai que son étude est très bien menée, et qu'elle apporte des éléments nouveaux et pertinents. Bref, un concert de louanges? Tout à fait. Schneider ne tarissait pas d'éloges sur Manon. Mais elle avait l'air incrédule. Elle ne s'attendait visiblement pas à ce que les jurés soient tellement dithyrambiques. T'as entendu? Schneider t'a encensé. Il est vrai que tu l'as fignolé, cette thèse. Au bout d'années de travail et d'innombrables corrections, tu as atteint la perfection. Arrête! C'est sûr, ce sujet n'était pas de la gnognotte et je suis bien contente que ce soit fini. Mais je n'imaginais pas recevoir de tels compliments. C'est tout à ton honneur. T'es trop modeste. Modeste peut-être, épuisée c'est certain. Je ne tiens plus debout. Vive les vacances! En tout cas, je te tire mon chapeau. Chapitre 22. Préférence, indifférence. 1. Quand partir? Tu préfères que nous partions de nuit? Ça ne me déplairait pas, mais je redoute un peu la fatigue. J'aimerais autant que ce soit tôt le matin, de manière à pouvoir dormir un peu. Oui, t'as raison. J'aurais tendance à préférer rouler la nuit parce qu'il y a moins de circulation, mais soyons prudents. Après tout, ce qui compte, c'est la sécurité des enfants. Au fait, Clément et Véro, qu'ont-ils décidé? Je crois qu'ils ont opté pour le train. Tu sais que Véro a un faible pour les voyages en première classe. Oh, je me souviens qu'elle rêvait de prendre l'Orient Express, le roman d'Agatha Christie et son livre de prédilection. Ça ne te tenterait pas de faire un voyage de ce genre? Je ne dirais pas non. 2. La priorité des priorités. Si je comprends bien, ce chantier a la faveur de la direction qui lui donne la priorité? Oui, c'est la priorité des priorités. Ça passe avant tout. Sylvain met son point d'honneur à ce que l'on boucle le projet avant avril prochain. Il est donc impératif de démarrer les travaux, de préférence avant l'hiver. En conclusion, mon propre projet passera après, alors que c'était lui qui était privilégié jusqu'à présent. Ah oui, c'est comme ça. 3. Ça ne te manque pas? Tu ne manges plus de viande? Cela ne te manque pas trop? Pas vraiment. Je suis beaucoup plus poisson que viande. D'ailleurs, tu devrais faire comme moi et aider à préserver la vie des animaux. Me priver de ce que j'adore? Très peu pour moi. Ah, si tu ne peux pas t'en passer, c'est une autre histoire. Et tes parents comprennent tes choix? Ça doit être difficile pour eux qui sont bouchés. Oui, ils se moquent de moi, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Et qu'en pensent tes copains? Ça, c'est le cadet de mes soucis. En gros, tu n'en as rien à faire de l'opinion des autres. 4. Un collègue difficile. Je ne peux plus supporter Thibaut. Les réunions avec lui me sortent par les trous de nez. Et d'ailleurs, personne ne peut l'encadrer. Nous sommes au courant que beaucoup se détournent de lui et nous nous rendons compte des difficultés que cela pose. Mais ça me fait une belle jambe. Mais calmez-vous. Pour des raisons de compétence,
Nous ne pouvons l'écarter de cette équipe, vous le savez bien. Oui, mais le comble de tout, c'est qu'il n'avait accepté ce poste que du bout des lèvres, et que même Quentin n'était pas très chaud pour l'intégrer dans le groupe.